Au cœur des gorges de la Loire, un superbe panorama s'offre à vous. Le Rond de l'Ange, nom de la forme parfaite que forme un méandre de la Loire. C'est à quelques pas du chemin de randonnée, au milieu des pins sylvestres, que perché sur un promontoire de granit, vous pourrez l'admirer. Le Rond de l'Ange, c'est le tout premier PR labellisé Respirando sur Coubon, le PR 540. Au départ du hameau de l'Olme, en 1h45, vous pourrez parcourir les 7 km de ce sentier fabuleux. Partez à la découverte du château de Poinsac, mentionné pour la première fois au début du XIIe siècle, et la maison forte de la Valette, édifice appartenant à la vague de construction des maisons fortes dans le Velay, dans la seconde moitié du XVIe siècle. L'inauguration du Rond de l'Ange avait lieu le samedi 27 avril 2019 en présence des élus, des partenaires et des randonneurs. C'était aussi l'occasion d'une balade commentée à 2 voix avec Henri Grangette, président de l'association Histoire et Patrimoine Coubon-Arsac, et Jean-Noël Borger, géologue au Centre permanent d'initiative pour l'environnement du Velay. Ces quelques mots doivent vous inciter à partir à la découverte de ce sentier de petite randonnée. Passez en mairie avant pour récupérer la rando-fiche ou téléchargez-la sur le site de la mairie. Bonne balade! Donc on a affaire à un relief volcanique qui n'est pas tout jeune et qui est posé directement et qui a traversé un niveau de sable. Dessous c'est des sables. Alors je ne suis pas le premier à l'avoir exploré, parce que déjà Auguste Aymar m'a laissé des plans. Ouais, là, donc il a exploré tout ça. Une question, les scories, c'est forcément l'écoulement d'un volcan. Oui, c'est les projections. Et le volcan, c'est lui-même. C'est lui-même. C'est lui-même. C'est l'Argentine, ça suffit. D'accord. C'est le volcan en tant que tel. D'accord. Et ça a été projeté à travers un niveau de sable qui était continu. C'est les mêmes sables qu'on va retrouver là-bas sur la route de Cussac, ainsi de suite. C'est les mêmes niveaux de sable. Donc il faut s'imaginer un ensemble de reliefs dont il a un héritage. Tout le reste, la vallée de la Loire n'existait pas encore. Bien sûr. Donc cette vallée de la Loire, elle est toute jeune. Donc elle a moins d'1 million d'années. Nos yeux ne peuvent pas le percevoir comme ça. Pour un géologue, c'est tout jeune. Voilà. Donc pour revenir à la géologie, voilà, on l'a sur cette coupe géologique. C'est la première coupe géologique qu'on ait dans le paysage, en Haute-Loire. Donc c'est des vieux documents, moi j'ai que la photocopie, avec la Loire est là, le voilà l'Argentine. Donc il est là, il est bien placé. Donc on retrouve Souchiol, qui est ici, et chaque partie du paysage est représentée à travers la roche qui est présente. Ce qu'on ne peut plus voir aujourd'hui, parce que la végétation a tout recouvert. Donc c'est Auguste Aymar, qui était le premier directeur du musée Crozatier, qui était géologue, paléontologue, et qui en se promenant, donc, qui a fait le croquis. Donc c'est 1867 ou 1875. Donc c'est un croquis un peu large, puisque ça va sur le côté gauche, ça va dans notre dos, là si on le reconstitue. Et Poinsac, le château nous sert de repère, avec ses tours. Même s'il n'a pas focalisé vraiment sur le château, lui ce qui l'intéressait, c'était de savoir qu'est-ce qu'il avait. Et donc il nous indique bien que là c'est du basalte pour l'Argentine. C'est bien clairement indiqué. Alors vas-y. Je vais donc revenir un petit peu à notre époque. On va passer quelques millions d'années, n'est-ce pas? Et donc, le château de Poinsac, tout comme d'ailleurs l'Olme, se situe sur un socle basaltique. Incomplet certes. Pourquoi? Parce que le château de Poinsac, on voit d'ailleurs ici, il y a toute cette partie-là qui ne repose pas directement donc, sur ce socle basaltique. Alors que tout le village de l'Olme donc est là-dessus. Alors, moi j'ai fait je vais faire des sondages à un moment donné et qu'est-ce que bon, de toute façon on voit donc ma maison est sur le basalte, carrément sur le basalte, et puis tout de suite à côté en bas quand on fait des sondages, on a fait des sondages jusqu'à une dizaine de mètres, on a des marnes, des argiles rouges, puis des argiles blanches. Voilà. Donc tout ça pour dire en fait qu'il devait y avoir ici, alors tu interpréteras, mais il devait y avoir donc un bassin sédimentaire et ensuite donc du volcanisme qui est surgi il y a je ne sais pas combien de millions d'années. Voilà. Alors maintenant je vais revenir sur le château de Poinsac. Le château de Poinsac,
est bâti sur un socle de basalte. Le château donc, date du 11e, 12e siècle. 11e, 12e siècle. Au départ, il avait 6 tours. 6 tours. On n'en voit que quelques-unes ici. On en voit deux à gauche là. Mais il y avait une tour qui se trouvait donc là, à l'endroit là où il n'y a pas de. Okay, vous voyez. Voilà. Et alors pourquoi ces tours ont été rasées? Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, alors c'était au XVIIe siècle, le seigneur donc, de Poissac, qui s'appelait Gaspard II, il avait pris le parti du duc de Montmorency, qui était gouverneur du Languedoc, lequel avait pris celui de la Fronde. Et du coup, donc, lorsque Richelieu a repris les choses en main, il a fait raser tous les châteaux, la plupart des châteaux du Languedoc. La plupart des châteaux du Languedoc ont été rasés. Ils ont eu un peu plus de chance parce qu'ils ont interjeté appel auprès de Toulouse, la cour de Toulouse, et il n'y a eu que 2 tours qui se sont faites raser. Voilà, en gros. Et alors après, vous avez le donjon lui-même, parce que ça ne se voit pas d'ici, mais normalement c'est dissocié. Le donjon lui-même date du XIVe siècle, exactement de 1380, et il est contemporain du donjon de Polignac. Je me demande, à l'époque, ils ont dû faire appel vraisemblablement à des équipes qui devaient être à peu près les mêmes. Et pourquoi? Parce qu'on était en pleine guerre de 100 ans. Il fallait se protéger des bandes, pas les Anglais, parce qu'on appelle Anglais, en fait c'était des mercenaires qui traînaient un peu partout et qui rançonnaient les gens. Voilà. Plus récemment, alors pour rattacher ça, j'essaie de rattacher ça à l'histoire de France en fait, un des seigneurs de Poissac, Théophène de Poissac, avait une femme qui s'appelait Jeanne Béraud de Candriac, laquelle était la filleule de Diane de Poitiers. Vous avez entendu parler de Diane de Poitiers? Diane de Poitiers qui était la favorite d'Henri II. Voilà. Henri II qui était donc marié à Catherine de Médicis. Voilà. Donc c'est juste avant ça, toutes les guerres de religion. Voilà pour le château de Poissac. Un lac qui était dans la continuité des autres lacs ou d'un grand lac qui allait vers le puits Polignac. Alors pour vous le représenter, le mieux c'est d'aller voir ce qu'on a construit au musée. Donc les films qui sont présentés au musée, on a reconstruit le paysage depuis 2,5 millions jusqu'à aujourd'hui. Et donc on voit ce lac dans lequel sont arrivées plusieurs montées magmatiques. Et ces magmas, ils sont nés dans l'eau et sous l'eau. Et donc ils n'ont pas l'aspect d'une pouzzolane, c'est d'un tuf marron, comme les rochers du puits, sauf que là c'est moins érodé. Il y a un appareil qui est caché là-dessous, peut-être sous l'argentaine, un premier appareil qui est né sous l'eau, et là ça serait la partie aérienne, donc il occupait cet endroit-là. Mais on retrouve les mêmes au-dessus de la route qui va du puits jusqu'à Cussac, on a les mêmes appareils volcaniques à cet endroit-là, ou même le long du contournement, on en a retrouvé, sous la gare d'Ours en particulier, on a un premier volcan qui est né sous l'eau. Et on a 2 volcans aériens par-dessus, à 2 époques différentes. Donc les travaux du contournement, ça a permis de repérer tout ça. Donc l'érosion a fait le reste. Donc ça a tranché les vallées, les vallons. Et c'est pour ça, c'est au détour, le géologue, il observe tout ça. Vous voyez ici donc a été efficace, la Loire s'est encaissée et a perché ces plateaux. Donc tout au fond, on a un âge de 180 000 ans, à peu près. Donc ça pourrait être le dernier événement volcanique du département. Et ça correspond aux volcans qui sont au nord de l'Ardèche, autour de Boré. Certains ont cet âge-là. Donc ça correspondrait au début des jeunes volcans qui s'est terminé peut-être autour de 30 000 ans en Ardèche, bien plus bas, pour rejoindre la rivière Ardèche. Donc des volcans qui sont très récents et puis des volcans plus anciens, comme après quand on regarde les volcans du plateau de Saint-Martin-de-Fougères. Donc là c'est un vieux plateau volcanique, c'est un équivalent du plateau du Devès, on est entre 2 et 1 million d'années. Et puis on a les plateaux qui bordent la Loire, comme ici le plateau de Solignac. Alors c'est du basalte, mais dessous il y a une couche d'argile qu'on ne voit pas. Elle est vraiment dessous là, sur les versants. Ce que vous voyez en contrebas, c'est le granit qui apparaît en falaise. Donc entre le granit et le basalte sommital, il y a de l'argile. Et sans doute sous la table, le plateau basaltique, il y a des galets et du sable. Donc je pense qu'ils l'ont retrouvé, je crois, en sondage, lorsqu'ils ont fait l'extension de la carrière
On a à peu près 15 mètres de basalte et dessous, il y a des sables et des galets qui témoignent du passage sans doute d'une Loire très ancienne là-dessous. Pour montrer qu'elle a changé. Et puis vous avez une marge d'escalier, on la voyait plus en haut, mais il pleuvait. C'est ce qui constitue le plateau en direction de Tarère. Hein. Ça fait une marge d'escalier. Donc c'est déjà des vieilles coulées, encore plus vieilles que celle-ci. Donc vous voyez que c'est descendu par étage. Et que la Loire a creusé depuis au moins 1 million d'années pour arriver au lit actuel. Donc le géologue, c'est son boulot de retrouver toutes ces formations et de comprendre comment ça se dispose. Donc on a de l'argile en grande quantité qui est dessous, là, on ne la voit pas, mais on la retrouve à d'autres endroits. Et puis la Loire a creusé plutôt jusque dans le granit. Bon, l'argile, elle vit aussi sur le côté gauche, mais en moindre quantité. On voit à travers les prairies, sur le granit, on va retrouver des argiles un peu rouges, verdâtres, hein, un peu sablonneuses, mais il y en a un petit peu moins sur ce versant que sur l'autre. Donc un paysage qui a toute une histoire géologique qu'on peut raconter chaque fois, et donc désigner des endroits qui sont parlants. Donc cette haute vallée de la Loire avait été obligée de trancher, en quelque sorte, de faire sa vallée après la fin de l'activité volcanique, mais elle a rencontré aussi l'activité volcanique à certains moments de son histoire. Donc c'est pour ça qu'on va retrouver chaque fois des lits de la Loire coincés, cachés en quelque sorte, sous les coulées de lave. Et au niveau de Coubon, on en parlait tout à l'heure avec monsieur le maire, à Valory, quand on descend vers Valory, on a un lit de la Loire avec des galets. C'est une Loire qui est passée là il y a peut-être 2 millions d'années. Donc chaque fois on va la retrouver plus haut perché. Plus c'est ancien, plus ça sera perché. Et plus ça sera récent, c'est comme la grande coulée de lave qui est sortie du grand sud de Brest, elle est au niveau de la Loire actuelle, dans le village de Baudet. Celle on la suit dans tout le village de Baudet, cette coulée de lave. Et on a pu la dater, c'est récent, j'ai eu le résultat là, en janvier 2019. Le rond, c'est la déformation de ranc ou rond. Enfin, je parle pas patois, mais ça n'a rien à voir, excuse-moi, mais avec le rond. La preuve d'ailleurs, c'est pas un rond, puisque ça fait 90 à 100 degrés. Voilà. Donc, le rond, c'est ça. Donc c'est cette petite montagne en fait, petite montagne. Et alors, là, il faut avoir les yeux de la foi. Mais franchement, je vais vous les donner tout de suite. Regardez bien, devant vous, vous voyez, il y a 2 roches qui sont comme ça. Il faut les voir le soir. Pour ceux qui veulent justement vérifier, il y a les hirondelles de rivage. Voilà. Donc regardez bien là. Est-ce que vous voyez deux ailes? Pas. Ici. On les imagine. On les imagine. Ouais, il faut vraiment avoir vu des on y canons. croit. On y croit. Peut-être on aurait dû voir avant de le rond de l'an, c'est les ailes en fait. Les ailes. Donc on voit les ailes là qui sont bien. Quand on est en bas, on le voit encore mieux. Ah, ça y est, du soleil. Voilà. Tu vois. Mais il y a une fois donc j'étais là et puis j'ai vu franchement. C'est moins psychédélique Tu vois les ailes parce que ça se prolonge en plus. Voilà. Il va contourner le cerf de la Fare. Et c'est une partie de la route qui allait du puits et qui allait rejoindre donc Archinot et à partir de là la route du Pal. La route du Pal, la route d'Avignon. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, le pèlerinage d'Anicium en fait, de Le Puy-Sainte-Marie, il y avait beaucoup de pèlerins qui partaient d'Avignon. Pourquoi? Vous savez que les papes, à partir des Clément, Clément V, le fameux pape du temps du roi donc Philippe VI, ce pape donc a excommunié les Templiers et il s'est exilé à Avignon. Donc il y avait ce chemin qui doit exister d'ailleurs depuis tous les temps, a pris beaucoup d'importance. Alors les gens ils pouvaient aller soit par Coubon en passant par le pont, soit par ici, mais alors c'était un peu plus délicat parce qu'il fallait passer par Psolignac et ils passaient par le pont de Mélussac. Je ne sais pas si les gens qui connaissent un peu ici, il y a encore les piles de Mélussac. C'est le pont qui est détruit là, enfin. Voilà, en bas là, oui. C'est la planche de Mélussac d'ailleurs. Oui, voilà, la planche de Mélussac. C'est la planche de Mélussac. Et le pont, ce fameux pont, a été détruit. On le sait pourquoi, parce qu'il y a beaucoup de chroniqueurs au Puy, il y a 4 chroniqueurs au Puy, dont
un chroniqueur a dit qu'en 1559, la Loire était si grosse qu'elle avait mis à bas le pont donc, de Mélussac et même le pont de Couban. De fromage. Ah oui. Donc on a trouvé le texte, les fromages viennent du château d'Arzon, puisque ça appartenait à l'évêque du Puy, c'est au XIVe. Donc on peut tout à fait imaginer, pourquoi pas, ils aient tenté de passer par là pour livrer les fromages. Et c'était certainement pas des fromages de chèvre frais, c'était vraiment du fromage aux artisous, si on peut le voir comme ça, affiné, qui partait en Avignon avant que l'évêque arrive. Mais c'était l'avantage. Hein. Donc la notoriété du fromage, elle était liée. Et ils arrivaient à faire passer sur ces chemins-là, on imagine mal, il fallait les entretenir. Hein. Il est pas mal. Oui, il est pas mal. Hein. De près, maintenant on a changé de paysage. Donc on retrouve le cerf de la Fare, là-bas au milieu. Au-dessus, on retrouve les falaises granitiques. Hein. Et si on suit, tout en haut c'est du basalte. Hein. Si on suit dans la prolongation vers ce plateau ou vers la coulée de Solignac, plutôt vers ce plateau, on a quelque chose, c'est un morceau d'une coulée abandonnée, ça, là, qui est posé sur le granit. Hein. Donc c'est pas un volcan à lui tout seul. Hein. Donc il faut l'interpréter, on voit bien ici, on voit le dessous, c'est le granit. Une ancienne coulée de lave qui a été isolée par la vallée de la Loire. Il n'est pas impossible que la vallée de la Loire, à un moment donné, elle passe au petit col, là, à cet endroit-là. Hein. Rien ne l'interdit avant qu'elle s'enfonce profondément. Puis on voit la place de Solignac, vous voyez, par rapport au plateau de Solignac, hein, par rapport à ici, hein, donc il est déjà un petit peu perché, ainsi de suite. Hein. Chaque fois, il y a une petite marge d'escalier à franchir, et on se retrouve après sur le plateau du Devès. Donc ça, c'est les marges d'escalier que la Loire a empruntées progressivement, du fond vers nous, pour trouver sa vallée actuelle. Et en s'encaissant, bien sûr, elle s'est heurtée à un moment donné à cette falaise, et elle l'a contournée. Elle aurait pu passer tout droit, mais apparemment, la résistance de la roche était trop dure, trop forte. Pas bon, pardon. Moi j'ai Colandre sur ma carte. Ouais, c'est sûr. Voilà. Ouais. Donc, C'est plus loin alors, bon. Colandre, on est à 800 mètres. Là. Ok. Et le replat, ça va jusqu'à 760 sur le côté gauche. Donc, on a un petit plateau qui est en contrebas déjà, par rapport au plateau où est ouvert la carrière de Solignac. Donc, on a une Loire ancienne qui est passée par là aussi. Donc, la coulée de lave là, fossilisée. Donc, on a une coupe géologique. Hop. Voilà, donc la route qui descend au pont de Chadron, la Loire, d'accord. Le plateau qui est en contrebas, c'est une coulée de lave. Dessous, on voit des petits points, c'est le lit de l'ancienne vallée. Hein. Donc ça se prolongeait, hein, comme ça. Ça n'existait pas. Elle n'est pas encore creusée. Et puis au-dessus, donc, on a le basalte dans lequel est ouvert la carrière. Et regardez bien, il y a de l'argile là. Il y a de l'argile, vous voyez que c'est plus épais en allant vers Solignac. Ça veut dire qu'il y a une faille là. Le granit est là, dessous, caché. Hein. Et on a donc une représentation, là c'est 1892. Donc c'est les premières coupes géologiques qui ont été présentées dans le département. Et cet endroit-là, ça s'y prête bien, je savais qu'on y passait. Donc, ouais, on a la coupe géologique, il n'y a rien à changer en fait. Hein. On est encore dans ce... Non, on est encore dans ce contexte-là. Ça veut dire que s'il y a une faille comme ça avec beaucoup d'argile, ça veut dire que ce compartiment, lui, à un moment donné, il est remonté et ça s'est affaissé. Déjà, mais c'était avant la mise en place des coulées de lave les plus anciennes. Et puis progressivement, la vallée de la Loire, elle s'est déplacée. Hein. Certainement, là, il y a un lit, mais on ne le voit pas, il ne l'a pas indiqué parce qu'il ne l'a pas vu. Mais donc, elle s'est déplacée en allant dans cette direction. Et donc, chaque fois qu'il y a une coulée de lave qui est venue pas se mettre en place, elle l'a cachetée, elle l'a protégée de l'érosion. C'est pour ça que... Et puis, elle a creusé sa vallée, elle est obligée de creuser sa vallée sur le côté gauche. Donc voilà, le jeu de l'érosion et des volcans, jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Bon. Pourquoi le château ici? Parce que cette route, en fait, je l'ai déjà dit tout à l'heure, était donc une variante de la route du Pal qui passait sur le pont de Mélussac et qui allait rejoindre. Si on continue là, on arrive à Chadron, et de Chadron, Monastier, etc. Et ça rejoignait la route du Pal, hein, la route du Pal qui passe à côté du château de Vachères, hein, tout le monde connaît. Là, c'est très droit, etc. Bon. Alors, pourquoi elle était là? Parce que donc, elle protégeait cette variante, donc, la route du Pal. Et deuxièmement, il se trouvait que les Poinsac, le château qu'on a vu là-bas, étaient seigneurs d'Archino en même temps. Donc, les gens d'ici, ils étaient, donc c'était des gens qui travaillaient en fait pour les Poinsac
Mais il fallait avoir, disons, un petit château, hein, une maison forte en fait, pour vraiment protéger le chemin. D'ailleurs, on le voit parce que regardez bien, ici vous avez une canonnière. Hein, vous avez ici donc des endroits où on peut tirer à partir d'un mousquet, etc. etc. Hein, okay. Alors, 2 mots sur l'histoire de cette petite maison forte. Elle est assez ancienne. Elle doit dater, à mon avis, du XIVe siècle ou quelque chose comme ça. Par contre, là, y résidait une famille qui s'appelait Alez, A-2-L-E-Z, ou d'Alez. Et il y avait en particulier un nommé Claude d'Alez, qui était Claude Alexis de la Valette, et qui était, alors ça on revient sur les guerres de religion, et qui était capitaine de Solignac. Il faut savoir que Solignac appartenait au Polignac. Okay. Voilà, alors, du temps des guerres de religion, en fait, Solignac a été prise à plusieurs fois et reprise par, d'un côté, la Ligue. Alors la Ligue, c'était des ultra-catholiques, en fait, qui étaient sous le commandement du fameux gouverneur Antoine de la Tour Saint-Vidal, okay, et des royalistes. Les royalistes, en fait, c'était ceux qui reconnaissaient l'autorité d'Henri IV. Il faut savoir qu'Henri IV, donc, s'est converti justement pour pouvoir devenir roi, puisqu'il n'y avait plus personne dans les Valois. Voilà, donc ils sont passés chez les Bourbons. Voilà. Voilà. Alors, le pauvre capitaine Alexis, à un moment donné, a eu la malencontreuse idée de se mettre du côté des royalistes. Parce qu'il faut savoir que le Puy était sous la domination en fait de la Ligue. Ils étaient je dirais à la limite, moins royalistes que le roi, si on peut dire. Okay. Il faut savoir que ils ont failli, donc le Puy a failli passer donc du côté des protestants. Il y a un épisode célèbre ici, qu'on appelle le cadet de Saint-Jol, Pierre de la Rode. Pour la petite histoire, c'était le filleul d'Antoine de la Tour Saint-Vidal. Alors, c'est assez marrant, ils étaient de la même famille, mais l'un était protestant, ce qui arrivait souvent, et l'autre, il était catholique. Et ils se sont battus ensemble au pont d'Estrouillat, pont d'Estrouillat qui est à côté de l'hôpital Émile Roux. Et bon, Antoine de Saint-Vidal est mort. Alors celui-là, donc c'est encore autre chose, c'est que celui-là, il avait pris le parti des royalistes. Et lorsque les ultras, en fait, donc, qui étaient à l'époque conduits par Antoine de la Tour de Saint-Vidal, sont venus ici, ils ont repris Solignac et en représailles, ils ont rasé la Valette. Donc la Valette a été reconstruite en 1660, un truc comme ça. Et alors ici il y a 2 tours. Ça là-haut, en parenthèse, bon, on peut discuter de... Ok, mais ça n'existait pas hein, là-haut. On voit par contre la canonnière ici. Hein. Alors cette tour-là, dans cette fameuse tour qui est nord, il y a... Alors bon, après, ce capitaine Alexis, n'ayant pas de descendance, il n'a pas eu de descendance en fait, il passait trop de temps à la guerre, donc il n'a pas eu de descendance, et c'est De Vérac. Les De Vérac, donc c'est une famille du Monastier en fait. Hein. Famille de Monastier, c'était des riches commerçants du Monastier qui, au XVIIe siècle, donc, ont été anoblis en quelque sorte, parce que pratiquement toute la noblesse ici en Haute-Loire provient en général du commerce en fait, hein, des marchands. Voilà. Et alors, ce Jacques de Vérac, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a racheté le château de la Valette. Il est devenu donc seigneur de la Valette. Et après, il a racheté Poinsac. Parce que le pauvre Jacques de Poinsac, alors lui, qui avait traîné à la cour de Louis XV, il avait tout bouffé. Donc il n'y avait plus un rond, plus rien. Donc il a racheté tout. C'est la raison pour laquelle donc, les De Vérac étaient seigneurs de Poinsac et seigneurs de la Valette.
Voilà, vous savez tout. Alors ici, il y a un truc intéressant. Alors ce château est très bien, c'est vrai. Ça tombe très bien, parce que le château, il est tombé en ruine. Hein, là. Et là, c'est monsieur Vert de Sauras. Vert, V-E-Y-R-E, de Sauras, qui l'a racheté il y a... Il doit y avoir une quinzaine d'années. Et bon, disons que c'est une famille qui est assez fortunée, disons. Hein. Et donc lui, moi quand je lui ai rendu visite, il travaillait en mer du Nord, chez Technique, donc très correct d'un point de vue salaire. Et il s'est permis, avec son frère, parce que son frère aussi est architecte à Lyon, donc ils ont tout restauré. Mais alors, J'aimerais bien visiter l'intérieur.